Perdue dans le labyrinthe brumeux des bayous de Louisiane après un accident de bateau, une violoncelliste de renommée mondiale n'a pour seul compagnon que son instrument. Dans un monde où la vue est inutile, elle doit transformer son violoncelle en un sonar, en utilisant la puissance de ses notes pour voir à travers le brouillard et en composant une mélodie de détresse dans l'espoir d'être entendue. C'est une histoire où l'art de la musique devient la science de la survie. Si vous aimez les récits où le talent se révèle être l'outil de survie ultime, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Le monde de Cécile Delaroche était un univers d'harmonie ordonnée, un sanctuaire de parquet ciré, de velours rouge et de silence respectueux. Sur les plus grandes scènes du monde, de Vienne à Tokyo, elle était une prêtresse de la musique, une virtuose dont le dialogue avec son violoncelle semblait transcender la simple technique pour atteindre le divin. Son instrument, un chef-d'œuvre moderne en fibre de carbone nommé Orphée, n'était pas un objet, mais une extension de son âme, un partenaire dont elle connaissait chaque vibration, chaque murmure. Contrairement à ses collègues qui chérissaient leurs instruments italiens du XVIIIe siècle, fragiles et capricieux, Cécile avait choisi la technologie. Son violoncelle en carbone était insensible aux changements d'humidité et de température, sa sonorité d'une pureté et d'une puissance constante, un roc de fiabilité dans sa vie nomade de concertiste. Sa vie était une quête de perfection. Chaque note devait être juste, chaque phrase musicale parfaitement articulée, chaque concert une performance sans faille. Elle vivait dans un monde de contrôle absolu, un monde où le chaos était banni, où chaque variable était maîtrisée. C'est pour échapper à cette perfection épuisante, pour retrouver une inspiration plus brute, plus primale, qu'elle s'était aventurée au cœur des bayous de Louisiane. Après une série de concerts à la Nouvelle-Orléans, elle avait loué les services d'un guide local, un Cajun taciturne nommé Jacques, pour une excursion de 2 jours dans le dédale des voies d'eau. Elle voulait entendre le vrai son de la nature, le silence marécageux, le chant des oiseaux, l'écho de l'histoire dans ce paysage à la fois magnifique et menaçant. Le premier jour fut une révélation. À bord de la petite embarcation à fond plat de Jacques, elle glissa à travers un labyrinthe de canaux bordés de cyprès chauves majestueux, leurs branches dégoulinant de mousse espagnole comme de longues barbes grises. La lumière du soleil, filtrée par la canopée, créait des puits de lumière d'une beauté irréelle sur l'eau noire et immobile. Le silence était peuplé de sons qu'elle n'avait jamais entendus, le plongeon d'un alligator, le cri rauque d'un héron, le bourdonnement de milliers d'insectes. C'était une symphonie chaotique et fascinante. Elle avait emporté son violoncelle, précieusement arrimé dans son étui flottant étanche, une autre merveille de technologie. L'idée de jouer Bach au milieu de cette nature sauvage la remplissait d'une joie presque enfantine. Le soir, ils campèrent sur une petite île surélevée, un chénier. Alors que Jacques préparait un gombo sur un feu de camp, Cécile sortit son instrument. Et pour la première fois, elle joua non pas pour un public, mais pour la forêt elle-même. Les notes profondes et mélancoliques de la sarabande de la première suite de Bach s'élevèrent dans l'air humide, se mêlant au chant des grenouilles et au crépitement du feu. C'était un moment de pure magie, une fusion parfaite entre l'art humain le plus raffiné et la nature la plus sauvage. Elle se sentait en paix, inspirée, renouvelée. Elle ne savait pas encore que cette harmonie fragile était sur le point d'être brisée, et que la nature, sa muse, allait bientôt devenir sa geôlière. Le deuxième jour commença par un changement subtil dans l'atmosphère. Le ciel, la veille d'un bleu éclatant, était d'un blanc laiteux et bas. L'air était lourd, immobile, et une brume commença à s'élever de l'eau, des volutes de vapeur qui dansaient à la surface des canaux. Jacques, le guide, fronça les sourcils. « Le brouillard, dit-il simplement. Il peut être traître, ici. On perd tous ses repères. » Il décida de raccourcir l'excursion et de prendre le chemin du retour. Mais le brouillard s'épaissit avec une rapidité déconcertante. En l'espace d'une demi-heure, le monde se transforma. Le paysage disparut, remplacé par un mur blanc et opaque. La visibilité se réduisit à quelques mètres. Le son lui-même sembla être absorbé par la brume, le bruit du petit moteur du bateau devenant mat et étouffé. Ils étaient dans une bulle de silence blanc. Jacques, qui avait navigué dans ces eaux toute sa vie, commença à montrer des signes d'incertitude. Il ralentit, essayant de se repérer aux silhouettes fantomatiques des cyprès qui émergeaient du brouillard. Mais chaque arbre ressemblait au précédent, chaque canal à un autre. Ils étaient perdus. C'est alors que l'accident se produisit. Il n'y eut pas de choc violent, mais un bruit de raclement sourd et un craquement de bois. Le bateau s'arrêta net, projetant Cécile en avant. Ils avaient heurté une souche de cyprès à moitié submergée, un piège invisible caché juste sous la surface. Le bateau, un vieux bateau en bois, n'y résista pas. Une voie d'eau s'ouvrit dans la coque, et l'embarcation commença à prendre l'eau à une vitesse alarmante. Jacques, malgré la panique, resta professionnel. Il coupa le moteur, attrapa les 2 seuls gilets de sauvetage et entendit un à Cécile. « Mettez-le. Vite !» Il envoya un rapide appel de détresse sur sa radio,
donnant leur position approximative, avant que l'eau n'atteigne les batteries et que la radio ne se taise. L'eau boueuse et froide monta jusqu'à leurs genoux, puis à leur taille. Le bateau commença à basculer. « Accrochez-vous à ce que vous pouvez », cria Jacques. « Et restez ensemble. » Mais le courant, bien que lent, était puissant. Le bateau, en coulant, créa un tourbillon. Cécile s'agrippait à son grand étui de violoncelle, qui, grâce à sa conception étanche et à l'air qu'il contenait, flottait comme une énorme bouée noire. Elle vit Jacques s'agripper à une glacière flottante, son visage une grimace de concentration. Puis, le brouillard les sépara. Elle l'entendit appeler son nom, sa voix de plus en plus lointaine, puis plus rien. Elle était seule, flottant au milieu d'un océan de brume, avec pour seule compagnie son précieux violoncelle. La peur, une peur froide et primale, la saisit. Elle était une musicienne, une artiste. Elle n'était pas une survivante. Elle ne savait rien de la nature sauvage. Elle était complètement, et absolument, perdue. Les premières heures furent une épreuve de pure terreur. Cécile flottait, agrippée à son étui de violoncelle, son unique îlot de stabilité dans un monde sans forme et sans repère. Le brouillard était un linceul, une prison blanche qui effaçait le ciel, l'eau, l'horizon. Le silence était total, seulement brisé par le clapotis de l'eau contre son étui et le battement affolé de son propre cœur. Elle appela Jacques, encore et encore, jusqu'à ce que sa gorge soit à vif, mais seule la brume lui répondit, absorbant ses cris. Elle était seule. La peur menaçait de la paralyser, de la faire sombrer dans la folie. Pour lutter contre la panique, elle se raccrocha à la seule chose qu'elle pouvait contrôler, son article. Elle commença à se réciter mentalement les suites de Bach, note par note, essayant d'imposer l'ordre et la structure de la musique au chaos de sa situation. Mais c'était une lutte inégale. L'angoisse était trop forte. Elle sentait qu'elle était à la dérive, emportée par un courant invisible vers un destin inconnu. Elle devait savoir où elle allait. Elle devait trouver la terre ferme. Mais comment voir dans un monde aveugle? C'est alors qu'elle eut une idée qui naquit non pas de la logique, mais de l'instinct de la musicienne. L'écho. Elle se souvint des salles de concert, de la manière dont le son voyageait, se réfléchissait sur les murs, revenait à ses oreilles, lui donnant une idée de la taille et de la forme de l'espace. La brume était un mur visuel, mais peut-être pas un mur acoustique. Elle avait besoin d'un son. Un son court, net, percussif. Elle frappa avec le plat de sa main sur la coque en fibre de carbone de son étui de violoncelle. Le son fut un boom sourd et profond. Elle tendit l'oreille. Et elle l'entendit. Un écho. Faible, mais distinct. Il lui revint de sa droite, après un court délai. Son cœur se mit à battre plus vite, non plus de peur, mais d'une excitation fébrile. Elle frappa à nouveau. Boum. L'écho revint, toujours de la droite, mais cette fois, il semblait légèrement plus proche. Elle était en train de dériver vers quelque chose. Une rive. Un banc de sable. Des arbres. Elle ne savait pas quoi, mais ce n'était pas le vide. Elle avait un point de référence. Elle continua à frapper sur son étui, à intervalles réguliers, comme un sonar. Boum, écho. Boum, écho. Elle pouvait maintenant entendre sa propre progression. L'écho devenait de plus en plus net, de plus en plus rapide. Elle sentait la terre ferme se rapprocher. Finalement, ses pieds touchèrent la boue. Elle avait atteint une rive. Épuisée, elle se traîna hors de l'eau, tirant son lourd étui derrière elle. Elle s'effondra sur la berge, trempée, grelottante, mais vivante. Et pour la première fois, elle sentit une lueur d'espoir. Elle n'était pas complètement impuissante. Elle avait un outil de navigation. Mais son étui ne produisait qu'un son sourd et peu précis. Elle avait besoin de plus de finesse. Elle avait besoin de son instrument. Avec des mains tremblantes, elle ouvrit l'étui. Son violoncelle, Orphée, était là, humide mais intact, protégé par le cocon de technologie qui l'entourait. Elle le sortit, l'essuya avec un PN de sa chemise. Elle n'allait pas jouer une suite de Bach. Elle allait jouer la symphonie de la survie. Elle était devenue une luthier du son, une artisane qui allait utiliser son instrument non pas pour créer de la beauté, mais pour sculpter une image de son monde invisible. Une fois sur la terre ferme, ou du moins sur une bande de boue et de racines qui semblait solide, la première priorité de Cécile fut de comprendre où elle était. Le brouillard était toujours aussi épais, un mur blanc impénétrable. Elle était sur une rive, mais était-ce une île, la berge d'un grand lac, ou la rive d'un canal étroit? Elle ne pouvait pas se permettre d'errer au hasard. Elle devait cartographier son environnement. Elle s'assit en tailleur, son violoncelle posé verticalement devant elle, comme lors d'un concert. Mais son public n'était pas humain, c'était la forêt invisible qui l'entourait. Elle commença son exploration acoustique.
Elle comprit qu'elle avait besoin d'une gamme de sons différents pour obtenir des informations différentes. Pour mesurer la distance, elle avait besoin d'un son court, percussif et à large bande, un clic sonore qui lui permettrait de mesurer précisément le délai de l'écho. Elle utilisa une technique de violoncelliste appelée col legno, qui consiste à frapper la corde avec le bois de l'archet. Le son fut un clac sec et puissant. L'écho lui revint rapidement de derrière elle. C'était le mur d'arbres et de végétation de la rive. Elle estima la distance à une dizaine de mètres. Devant elle, l'écho était beaucoup plus faible, plus lointain. C'était l'eau. Elle commença un balayage à 360 degrés, frappant sa corde et écoutant, tournant de quelques degrés à chaque fois. Elle commença à construire une image mentale. Elle était sur une rive étroite, d'une dizaine de mètres de large, avec l'eau devant elle et une forêt dense derrière elle. Mais ce n'était qu'une image en 2 dimensions. Elle avait besoin de plus de détails. Elle avait besoin de texture. Pour cela, elle utilisa une autre technique. Elle cessa de frapper les cordes et commença à jouer des notes tenues. Elle savait que les différentes fréquences sonores sont réfléchies ou absorbées différemment par différents matériaux. Les basses fréquences, avec leur grande longueur d'onde, voyagent plus loin et peuvent traverser des obstacles plus petits, mais elles sont facilement absorbées par des surfaces molles, comme la boue ou un feuillage dense. Les hautes fréquences, au contraire, sont plus directionnelles et sont bien réfléchies par des surfaces dures, comme un tronc d'arbre ou un rocher, mais elles sont plus facilement dispersées par des obstacles comme les feuilles. Elle commença par jouer une note très grave, la note la plus basse de son instrument, un do profond et vibrant. Elle dirigea le son vers la forêt derrière elle. L'écho qui lui revint était sourd, mat. Une grande partie des basses fréquences avait été absorbée. Cela confirmait la présence d'un mur de végétation dense, avec un sol mou. Puis, elle joua une note très aiguë, une harmonique cristalline. L'écho fut complètement différent. Il fut multiple, fragmenté, une série de petites réflexions rapides. Elle pouvait entendre les troncs d'arbres individuels, qui réfléchissaient bien les hautes fréquences, séparés par des zones de feuillage qui les dispersaient. Elle était en train de peindre un tableau avec le son. Elle pouvait distinguer la texture de son environnement. Elle se tourna vers l'eau et répéta l'expérience. Le son grave ne produisit presque aucun écho. L'eau absorbait les basses fréquences. Mais le son aigu lui renvoya un écho, faible mais net. Il venait de loin. Elle comprit qu'il y avait une autre rive, de l'autre côté de l'eau. Elle estima la distance à une 50aine de mètres. Elle n'était pas sur un lac immense, mais sur un canal ou une rivière d'une largeur considérable. Elle avait maintenant une carte mentale de son environnement immédiat. Une rive de 10 mètres, une rivière de 50 mètres, une autre rive au-delà, et une forêt dense des 2 côtés. C'était la première fois depuis l'accident qu'elle se sentait avoir un semblant de contrôle. Elle n'était plus aveugle. Elle avait des yeux. Des yeux acoustiques. Elle avait transformé son art, un art de l'émotion et de la beauté, en une science de la mesure et de la cartographie. Elle était devenue une géomètre du son, dessinant le monde avec les vibrations de ses cordes. Avoir une carte de son environnement immédiat était une chose, mais Cécile savait que cela ne suffisait pas. Elle ne pouvait pas rester ici indéfiniment. Elle devait trouver un moyen de signaler sa présence, d'appeler à l'aide. Elle avait entendu l'appel radio de Jacques avant que le bateau ne sombre. Les secours savaient donc approximativement dans quelle zone ils se trouvaient. Mais la zone était immense, et le brouillard rendait toute recherche visuelle impossible. Ils chercheraient à l'oreille. Elle ne pouvait pas se contenter de crier. Sa voix se fatiguerait rapidement et ne porterait pas assez loin dans la brume qui étouffait les sons. Elle avait besoin d'un son plus puissant, plus pénétrant, et surtout, d'un son qui serait immédiatement identifiable comme un signal humain, et non comme un bruit de la nature. Elle regarda son violoncelle. C'était un instrument conçu pour remplir de sons les plus grandes salles de concert du monde, pour faire vibrer l'air et toucher l'âme de milliers de personnes. Sa caisse de résonance en fibre de carbone était un amplificateur acoustique d'une efficacité redoutable. C'était son porte-voix. Elle décida de ne pas produire un simple son, comme un SOS en morse, qui pourrait être confondu avec le bruit d'un pic vert ou un autre son de la nature. Elle devait créer une mélodie. Une mélodie simple, reconnaissable et surtout, d'une structure qui serait clairement non naturelle. Elle réfléchit. La mélodie devait être jouée dans les registres graves. Les sons graves, elle le savait, voyagent plus loin et sont moins affectés par les obstacles que les sons aigus. Elle choisit 3 notes, le do grave, la corde la plus basse, le sol juste au-dessus et le ré. Do sol ré. Une séquence simple, une quinte et une quarte, une progression qui n'existe pas dans les chants d'oiseaux ou les cris d'animaux. Elle décida également d'un rythme. Une note longue, suivie de 2 notes courtes. Long court court. C'était un rythme simple, mémorable, et qui se distinguait clairement des rythmes chaotiques de la nature.
Elle avait sa composition, son chant de détresse, sa symphonie de la survie. Elle commença à jouer. Elle prit son archet et tira un long et puissant do grave. Le son, profond et vibrant, sembla faire trembler la terre sous elle. Il se propagea dans le brouillard, un appel venu des profondeurs. Puis, elle joua le sol et le ré, plus court. Elle répéta la séquence, encore et encore, créant une boucle musicale, un mantra sonore. Do, sol ré, do, sol ré. Le son était à la fois triste et plein d'espoir, une complainte, une prière, un appel. C'était la musique la plus importante de sa vie. Chaque note était jouée avec une intention absolue. Elle n'y mettait pas seulement sa technique, mais toute sa volonté de vivre. Elle joua pendant près d'1 heure, jusqu'à ce que son bras soit fatigué. Puis, elle s'arrêta et écouta. Elle n'attendait pas une réponse immédiate. Elle savait que le son mettrait du temps à voyager, et que les secours, s'ils étaient là, étaient probablement loin. Elle tendit l'oreille, espérant entendre le son lointain d'un moteur de bateau, d'un hélicoptère. Mais il n'y eut que le silence du bayou. Elle ne se découragea pas. Elle décida de transformer son appel en un rituel. Toutes les heures, elle jouerait sa mélodie de détresse pendant 10 minutes, puis elle écouterait. C'était son nouveau travail. Elle n'était plus seulement une cartographe. Elle était devenue un phare. Un phare sonore, dont la lumière était une mélodie, envoyant ses signaux dans l'océan de brume, espérant qu'un navire lointain aperçoive sa lueur et vienne la sauver. Après une journée et une nuit passées à alterner entre la cartographie de son environnement immédiat et l'émission de son chant de détresse, Cécile comprit qu'elle ne pouvait pas se contenter d'attendre. La faim commençait à la tenailler, et elle n'avait aucune idée de quand, ou si, les secours arriveraient. Elle devait bouger. Elle devait essayer de retrouver son chemin, de suivre le cours de la rivière en espérant qu'elle la mènerait vers une zone plus habitée. Mais dans quelle direction aller? Amont ou aval? Elle n'en avait aucune idée. Elle décida de se fier au courant. Elle jeta une feuille dans l'eau et la regarda dériver lentement. Le courant se dirigeait vers sa gauche. C'était sa direction. Elle commença son voyage, le plus étrange de sa vie. Elle ne marchait pas. Elle flottait, utilisant son étui de violoncelle comme une petite embarcation, s'agrippant à lui et se propulsant avec ses jambes. Tous les quelques mètres, elle s'arrêtait, sortait son violoncelle, et utilisait son écolocalisation pour cartographier le chemin devant elle, s'assurant qu'elle restait au milieu du canal et qu'elle ne se dirigeait pas vers un obstacle. C'était une progression incroyablement lente, épuisante, mais c'était un mouvement. Elle n'était plus passive. Elle agissait. Pendant plusieurs heures, elle suivit ce qu'elle croyait être le canal principal. Mais le bayou est un labyrinthe, un réseau de voies d'eau qui s'entrecroisent et se séparent. Elle arriva bientôt à une bifurcation, puis à une autre. À chaque fois, elle devait s'arrêter et utiliser son sonar acoustique pour essayer de deviner le chemin le plus prometteur, celui qui semblait le plus large, le plus profond. Mais ces informations étaient limitées. Le brouillard était si dense qu'il absorbait une grande partie de la puissance de ses notes, limitant la portée de sa vision. Après une demi-journée de cette navigation à l'aveugle, elle sentit que quelque chose n'allait pas. Le courant, qui avait été perceptible au début, semblait avoir disparu. L'eau était devenue complètement immobile. Et l'écho de ses sons avait changé. Il lui revenait de toutes les directions, confus, superposés. Elle était entrée dans un espace plus grand, un lac ou un étang. Elle passa l'heure suivante à explorer cet espace acoustiquement. Ses craintes furent confirmées. Elle était dans un cul-de-sac. Un grand lac marécageux, entouré de tous côtés par ce que son sonar lui décrivait comme un mur impénétrable de cyprès et de mangroves. Elle avait pris un mauvais virage, et s'était engagée dans une voie sans issue. Le désespoir la saisit, plus forte encore que lors de l'accident. Elle avait gaspillé ses précieuses forces, et elle était maintenant encore plus perdue qu'auparavant. Elle était sur le point d'abandonner, de se laisser dériver, lorsque son esprit de musicienne, son obsession pour la pureté du son, lui sauva la vie. Elle remarqua que l'acoustique de ce lac était étrange. Les sons qu'elle produisait semblaient morts, sans vie. La réverbération était courte, absorbée par quelque chose. Elle comprit que le brouillard n'était pas le seul responsable. C'était la végétation. Les cyprès étaient couverts de mousse espagnole, et les mangroves formaient un rideau de racines et de feuilles. Toutes ces surfaces molles et irrégulières agissaient comme les panneaux d'isolation acoustique de son studio d'enregistrement. Elles absorbaient le son. Mais aucune isolation n'est parfaite. Il devait y avoir une faille, un endroit où le mur de végétation était moins dense, un endroit où le son pouvait passer. Elle commença une nouvelle exploration, la plus difficile de toutes. Elle cessa de chercher des échos. Elle chercha le silence. Ou plutôt, les variations dans le silence. Elle commença à jouer des notes très aiguës,
des harmoniques à la limite de l'audible. Ces sons, avec leur très courte longueur d'onde, étaient les plus sensibles à la diffraction. Elle se mit à tourner lentement sur elle-même, jouant la même note aiguë encore et écoutant, non pas l'écho, mais la couleur du son qui se propageait. Dans la plupart des directions, le son était mat, étouffé. Mais dans une direction, très précise, elle sentit que le son était légèrement plus brillant, qu'il avait une queue de réverbération un peu plus longue. Cela signifiait que le son avait trouvé un chemin, une petite ouverture dans le mur acoustique. Elle se dirigea dans cette direction. Après une centaine de mètres, elle dut s'arrêter. Son étui de violoncelle était bloqué par un enchevêtrement de racines de mangrove. Mais le son, lui, passait. Elle abandonna son étui, son radeau, et continua à la nage, tenant son précieux violoncelle au-dessus de l'eau. Elle se faufila à travers les racines, guidée par la promesse de ce son légèrement plus clair. Et elle déboucha de l'autre côté. Elle était dans un autre canal, étroit mais dégagé. Et elle sentit à nouveau le courant. Elle avait trouvé la sortie. Épuisée mais vivante, Cécile avait vaincu le labyrinthe des eaux mortes. Elle avait affiné sa technique, appris à lire non seulement les échos, mais aussi les silences, les textures du son. Elle se sentait maintenant plus en phase avec son environnement, plus confiante en sa capacité à naviguer. Elle continua son voyage, suivant le courant, jouant son chant de détresse à chaque heure. Les jours se fondirent les uns dans les autres, une routine de survie rythmée par la musique et l'écoute. La faim était une douleur constante, qu'elle apaisait en mangeant des racines de plantes aquatiques qu'elle avait identifiées comme étant comestibles. Le brouillard ne se levait jamais. C'était son compagnon constant, son univers blanc et silencieux. Elle commença à perdre la notion du temps. Était-elle ici depuis 3 jours? Une semaine? Elle n'en savait rien. Elle était dans un état de concentration permanent, son esprit entièrement absorbé par la tâche de la survie. Elle ne pensait plus à son ancienne vie, à ses concerts, à ses applaudissements. Ce monde lui semblait lointain, irréel. La seule réalité était le son de son violoncelle, le contact de l'eau froide et le battement de son propre cœur. Elle commença à avoir des hallucinations. Parfois, elle croyait entendre des voix dans le murmure du vent, ou voir des formes dans les volutes de la brume. Elle devait lutter pour maintenir sa clarté d'esprit, pour distinguer les vrais sons des fantômes de son imagination. C'est au cours de ce qui devait être son 5e ou 6e jour qu'elle l'entendit. Elle venait de finir de jouer son chant de détresse, était dans sa phase d'écoute. Au début, elle crut à une autre hallucination. C'était un son faible, lointain, un son grave et intermittent. Un plop, plop, plop. Elle tendit l'oreille, n'osant y croire. Le son se répéta, un peu plus proche. Ce n'était pas un son de la nature. C'était un son mécanique. Le son d'un petit moteur à essence, un moteur de bateau de pêche. Une vague d'adrénaline et d'espoir la submergea, si puissante qu'elle en eut le souffle coupé. Elle n'était plus seule. Il y avait quelqu'un d'autre dans ce brouillard. Elle saisit son violoncelle et son archet, et répondit. Elle ne joua pas sa mélodie de détresse. Elle joua une seule note. Un long et puissant do grave, la note la plus pénétrante de son instrument. Elle la tint aussi longtemps que son souffle le lui permit. Puis, elle s'arrêta et écouta. Le plop-plop du moteur s'était arrêté. L'autre personne, qui que ce soit, était en train d'écouter. Elle joua à nouveau, la même note, longue et puissante. Elle attendit. Et puis, elle entendit le moteur redémarrer, et le son semblait plus proche, venant de la bonne direction. Elle avait établi le contact. Elle avait commencé une conversation. Un dialogue entre un violoncelle et un moteur. La communication qui s'établit entre Cécile et le bateau invisible fut le duo le plus étrange et le plus tendu de sa carrière. C'était un jeu de Marco Polo acoustique, joué à l'échelle d'un labyrinthe de Bayou. Elle comprit qu'elle ne devait pas jouer constamment. Elle devait jouer, puis s'arrêter pour permettre à l'autre de l'entendre, de s'orienter, et d'avancer sans que le bruit de son propre moteur ne couvre le son du violoncelle. Elle établit un rythme. Elle jouait sa note longue et puissante pendant 30 secondes, puis elle restait silencieuse pendant 2 minutes, tendant l'oreille. Pendant les 2 minutes de silence, elle entendait le plop-plop du moteur se rapprocher, puis s'arrêter à nouveau, attendant son prochain signal. C'était une danse lente et prudente, une navigation à l'aveugle basée sur une confiance absolue dans le son. Mais Cécile réalisa qu'elle pouvait faire plus que simplement servir de phare. Elle pouvait aussi être un guide. Elle utilisa sa technique d'écolocalisation pour cartographier le canal devant elle. Et lorsqu'elle détectait un obstacle, un banc de sable, une souche submergée, elle changeait de signal. Au lieu de sa note grave et longue, elle jouait une série de notes aiguës et rapides, un staccato d'alarme. Le pilote de l'autre bateau, un homme manifestement intelligent et expérimenté, comprit le code.
Lorsqu'il entendait les notes aiguës, il ralentissait, avançant avec une extrême prudence, jusqu'à ce que Cécile reprenne sa note grave, lui indiquant que la voie était libre. Ils étaient en train de naviguer ensemble, combinant sa vision acoustique et l'expérience de la navigation de l'autre. C'était une collaboration d'une beauté et d'une efficacité incroyables. Le son du moteur se rapprocha de plus en plus, jusqu'à ce qu'il soit si proche qu'elle pouvait presque sentir les vibrations dans l'eau. Et puis, une forme sombre et indistincte émergea du brouillard. Une petite barque de pêche à fond plat. Et à la barre, un vieil homme à la longue barbe blanche et au visage buriné par le soleil, qui la regardait avec des yeux ronds d'incrédulité. C'était un pêcheur cajun, qui s'était lui aussi perdu dans le brouillard et qui errait depuis 2 jours, sa boussole devenue folle. « Mon Dieu, dit-il, sa voix un grondement rauque. Je pensais que j'étais devenu fou. Je pensais que j'entendais la musique des fantômes du bayou. » Cécile laissa échapper un rire, un son qui était un mélange de larmes et de soulagement. « Non, dit-elle. Pas un fantôme. Juste une violoncelliste. » L'homme, qui s'appelait Théo, la hissa à bord de sa barque. Il la regarda, puis son violoncelle, avec un respect mêlé de superstition. Il n'arrivait pas à comprendre comment cet instrument délicat, cet objet de concerto et d'opéra, avait pu être la source de ce son puissant qui l'avait guidé à travers le brouillard. Ensemble, ils naviguèrent hors du labyrinthe. Cécile continuait à utiliser son violoncelle, non plus comme un phare, mais comme un sonar, guidant Théo à travers les canaux, lui indiquant les passages sûrs. Quelques heures plus tard, le brouillard commença enfin à se lever, révélant le ciel bleu et les contours familiers de la côte. Ils étaient sauvés. Le retour à la civilisation fut une expérience surréaliste. L'histoire de la violoncelliste du bayou devint une légende locale, puis nationale. On parla de miracle, de magie. Mais pour Cécile, ce n'était pas de la magie. C'était de la musique. Elle avait appris dans le silence et le brouillard que son art n'était pas seulement un moyen d'exprimer des émotions. C'était un outil, un langage, un moyen de comprendre et de naviguer dans le monde. Elle avait transformé l'instrument le plus solitaire qui soit en un instrument de connexion, de communication, de salut. Et elle savait qu'elle ne jouerait plus jamais de la même manière. Chaque note, désormais, serait imprégnée de l'écho du bayou, du souvenir du silence, et de la puissance de la musique pour éclairer les ténèbres.